une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Bonjour, Salyosha. Avant que l'on parte à la découverte de l'univers de Clément Chapillon, je voulais vous dire qu'on a la chance d'avoir 2 partenaires pour ce podcast, ce qui nous fait déjà vraiment plaisir. Alors restez avec moi juste quelques minutes, je pense qu'en plus ça peut vous intéresser. Je voulais d'abord vous parler de l'UPP, l'Union des photographes professionnels, qui est la première organisation de France qui défend le droit d'auteur, valorise et informe les photographes, quel que soit leur statut et leur domaine d'activité. Elle représente les photographes professionnels auprès des institutions et met à disposition un ensemble de ressources facilitant le quotidien administratif et juridique. L'UPP manifeste également son soutien à la création photographique à travers un prix, des expositions et des conférences. Voilà, si ce que je viens de vous dire vous intéresse et qu'en plus vous êtes photographe professionnel, vous avez un lien dans la description de ce podcast et aussi dans l'article dédié à l'épisode sur notre site. L'autre partenaire de cet épisode, c'est MPB, qui est un site qui a été fondé par des amateurs et passionnés de photographie et de vidéo, comme vous, j'imagine. Pour vous donner un exemple très concret, vous prenez Le Bon Coin, vous y ajoutez le paramètre important qui est celui de la fiabilité, car tout le matériel en vente sur le site de MPB est soigneusement inspecté par des professionnels avant la mise en ligne. MPB, c'est donc la plus grosse plateforme en ligne qui permet d'acheter, de revendre ou d'échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Ils nous ont fait confiance pour ce podcast et aussi sur le long terme. Je vous ai mis un petit lien direct vers leur site, aussi en description de ce podcast. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne écoute. C'est une image où on aperçoit un homme de plein pied. Il a une salopette et une chemise pastel, plutôt dans les tons verts. Et il est un peu abrité, entouré. On se croirait presque... je le trouve apaisé en tout cas. Dans des arbres en fait, qu'on voit un peu au premier plan et qu'on voit à l'arrière. On sent aussi un côté très minéral avec des roches, des pierres, qui sont un peu comme posés entre le premier plan et l'arrière-plan. Et cet homme, en fait, il a juste une petite lumière qui lui arrive sur le front. Et c'est vrai qu'il a, on va dire, une forme de mélancolie ou quelque chose qui, moi, me fait penser à de la tendresse. Cet homme s'appelle Alain et c'est un ancien bûcheron de Bagnères de Bigorre. Et c'est une personne qui s'est installée sur l'île il y a une 30aine d'années et qui vit presque en autarcie, sur un des endroits de l'île qui s'appelle Agios Pavlos, qui est en fait finalement une petite crique de pierre. Ce qui est intéressant en fait par rapport à ce portrait, c'est pas seulement une rencontre comme ça fortuite, c'est un portrait, une scène que j'ai eue en passant du temps avec lui. Plus qu'une rencontre, c'est vraiment une relation qui se met en place en fait avec les personnes avec qui je travaille. Lui étant donc français, mais un des plus anciens, en tout cas un étranger venu sur l'île il y a plus d'une 30aine d'années. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir passé du temps avec lui, il m'a emmené derrière en fait sa maison qu'il a construite lui-même, et en fait c'est une petite chêneraie. Et il m'a dit voilà, c'est l'endroit où je me sens le mieux parce que c'est l'endroit aussi qui me fait penser à mon pays. Et c'est ce qui me manque le plus en fait sur cette île, donc une île qui s'appelle Amorgos, c'est les arbres en fait, et c'est une végétation plus verte parce qu'évidemment c'est une île très aride. Et en fait, j'ai senti que c'était un endroit voilà, où j'avais, ce personnage-là devait prendre vie, en tout cas dans mon récit, à cet endroit-là. Et en fait, c'est même pas moi forcément qui l'ai positionné. Il a pris en fait à la fois cette position corporelle, comme ça un peu droit, avec les bras qui sont le long de son corps, sachant qu'en fait, si on la voit en grand format, on voit qu'il lui manque en plus un doigt, un accident qu'il a eu quand il était bûcheron. Et en fait, c'est vrai, cet air un peu mélancolique, même au niveau du visage. Et en fait, c'est souvent ça que je recherche dans la photographie, c'est vraiment d'arriver à construire une relation avec quelqu'un pour
pour avoir un de ces instants-là qui me semble, moi, un petit peu magique, où je ressens que voilà, on touche une certaine forme de vérité avec les personnes. Je suis Clément Chapillon, je suis photographe documentaire, maintenant basé dans le sud de la France. J'ai un parcours, on va dire, assez atypique dans la photographie, c'est-à-dire que la photographie est arrivée assez tardivement finalement chez moi. Bon, bah, après le bac, on est un petit peu, comme tout le monde, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Donc moi j'ai fait des études de communication, j'ai travaillé dans la communication pendant en gros une dizaine d'années, notamment plutôt dans les métiers du digital. Je faisais des sites web, des productions audiovisuelles, pas mal de choses autour de ça. Et on va dire dès l'enfance, parce que mon père faisait de la photographie, ma mère aussi, ils avaient de la chambre noire, j'ai été sensibilisé en tout cas à la photographie. Mon père m'a déjà offert mon premier appareil photo argentique, je devais avoir 14 ans, 13 ans. Donc j'ai grandi avec ça et j'ai toujours aimé ça, mais vraiment comme un hobby, quoi. C'est-à-dire que je grandissais avec des voyages, avec des images de mes voyages, je photographiais un petit peu ma vie autour, mais c'est vrai que je n'avais pas encore ce rapport-là à la photographie qui est devenu presque une nécessité avec le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était déjà avec moi, avec lequel je vivais comme un bagage, en fait. Après avoir travaillé pendant assez longtemps dans le monde un peu du digital, je sentais déjà que dans le travail lui-même, en fait, je passais mon temps à monter des studios photos, à faire de la photographie. Et même dans mon métier, en fait, il y a pas mal de moments où j'arrêtais mon travail en tant que gestion de projet, direction conseil, stratégie, tout ça, pour finalement faire de la photographie elle-même. Donc, une anecdote, c'est que par exemple, à un moment, je travaillais pour Giorgio Armani. Donc, j'allais à Milan sur les défilés, puis c'est moi qui photographiais les backstage. Alors, c'était pas du tout mon travail pour lequel j'étais vendu, mais en fait, je sentais qu'il y a quelque chose qui m'attirait. Puis, en 2011, j'ai fait un tour du monde. Je suis parti 1 an, j'ai tout lâché. Et en revenant, il y avait quelque chose il y avait comme une petite graine qui était quelque part dans ma tête où je me suis dit, je peux pas rester dans un bureau, j'ai vraiment besoin de ça. Et ça m'a appelé après. Comme une nécessité, ça m'a appelé. Toute ma vie a plus ou moins gravité au niveau personnel autour de la photographie. C'est-à-dire que je passais mon temps à acheter des livres photos, à aller dans des expositions, à essayer de me faire vraiment une culture photographique, à moi-même pratiquer de plus en plus de photographie. Au fur et à mesure, vers fin 2015, j'ai tenté le coup, en gros. Je me suis dit, allez, on se lance, on essaye. On ne peut pas passer à côté d'une vie où il y a quelque chose qui nous appelle et on va toujours renoncer. Alors, tout le monde m'a un peu aussi... J'avais quand même pas mal de photographes qui étaient des amis qui s'étaient lancés là-dedans, donc je savais financièrement dans quoi je m'engageais. Mais c'est vraiment comme une nécessité, quoi. C'est vraiment comme un appel où on se dit, si j'y vais pas, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir essayé quelque chose. C'est un souvenir assez douloureux, en fait. J'y ai pensé après coup, mais c'est un des premiers souvenirs que j'ai, tout court. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 3 ans. Je pense qu'à cet âge-là, on ne prend pas vraiment conscience de ce qui se passe et on avance et on voit ses parents juste qui ne vivent plus exactement au même endroit, mais on continue de vivre, quoi. Et puis à 3 ans, tout ça, j'imagine, c'est de l'émotion, de l'irrationnel, on sent un manque, des choses comme ça, mais ça passe. Et puis, voilà, je pense que je devais avoir 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais plus exactement, mais j'étais vraiment petit. Je suis tombé sur une photo de mes parents ensemble. Et à ce moment-là, ça devait faire 6 mois, 1 an que je les voyais plus ensemble. Et j'ai senti une espèce de tristesse, quoi. Vraiment, une mélancolie un peu m'envahir. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai repensé beaucoup à ce souvenir-là comme étant, finalement, je pense, un des premiers vrais souvenirs qui me restent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, si on me parle de très vieux souvenirs, j'ai quelques souvenirs comme ça un peu éparses, mais celui-là étant vraiment comme le point de départ. Et en fait, c'est devant une photographie de quelque chose qui est passé maintenant, qui n'existe plus. Et en fait, c'est resté, parce que je pense que la photographie, c'est vraiment ça pour moi qui, en tout cas, à mon sens, est un art qui nous marque profondément, c'est qu'en fait, ça photographie le temps, en fait. On s'affiche quelque chose. Et ça affiche pas seulement des scènes et des séquences, ça affiche surtout des émotions, des moments de vie, vraiment des expériences qui font ce qu'on est, en fait. Et là, d'un seul coup, ce premier souvenir, c'est effectivement de me souvenir d'une espèce d'intimité familiale qui n'était déjà plus, puisque du coup, je voyais mes parents qui étaient séparés. Et en fait, c'est un peu toute la puissance un peu de la photographie, je pense, aujourd'hui. C'est assez intéressant, hein, parce qu'aujourd'hui, j'imagine un projet qui est en rapport avec mes archives familiales. J'ai retrouvé une valise, en fait, de photos de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Donc, c'est vraiment
XXe siècle et fin 19e, quoi. Donc c'est vraiment presque un peu l'histoire de la photographie, l'histoire de la France aussi à côté, à travers la vie surtout de mes grands-parents. Et je savais pas pourquoi, mais ils avaient pris énormément de photographies. Et quand j'ai retrouvé cette valise que mon père m'avait donnée sans même la regarder, ça m'a fait comme un électrochoc. Et j'ai ressenti presque à nouveau, en fait, c'est un peu ce rapport-là qui était mon premier souvenir photographique, qui était mes parents. Là, bon, là, c'était mes grands-parents. Il y a aussi mes parents, évidemment, dessus, qui grandissent en même temps, notamment mon père. Mais en tout cas, c'est vrai que cette photographie de l'intime, ces souvenirs familiaux, en fait, cette mémoire, en fait, tout ça, c'est des choses qui font partie de mon travail et qui, je pense, avec le temps, seront de plus en plus, des thèmes qui seront de plus en plus centraux dans mon travail. J'ai vraiment pas mal d'influences assez diverses. Évidemment, dans la photographie, surtout au début, quand on découvre la photographie, quand on grandit avec la photographie, on a nos maîtres. Moi, c'est beaucoup, on va dire, plutôt orienté vers la photographie américaine. Alex Sott, Stephen Shore. C'est toute cette école américaine qui m'a beaucoup marqué. La couleur, moi, qui est assez importante. Et évidemment, j'ai eu beaucoup d'autres découvertes qui m'ont beaucoup marqué, notamment Boudelka, avec évidemment sa série sur les gitans qui m'avait mis une claque. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'influences qui nous font grandir aussi, qui créent notre culture photographique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui, je pense, m'inspire le plus, en tout cas qui m'accompagne le plus, c'est les écrits. Donc, je me nourris énormément de poésie, par exemple. En fait, quand je commence un projet, je passe beaucoup de temps dans les livres d'abord sur le projet, mais au sens très large. J'ai toujours l'impression qu'une photographie réussie, c'est presque comme le vers d'un poème, quoi. Ou mieux encore, un poème lui-même. Mais je veux dire, c'est vraiment pour moi, la poésie, c'est ce qui se rapproche le plus de la photographie, parce que en fait, il y a ce silence qui l'entoure et il y a pas vraiment, on n'explique pas vraiment pourquoi. On ne sait pas vraiment en fait pourquoi une photographie marche. Un peu comme on ne sait pas vraiment pourquoi un poème va nous rester et va rester ancré. Il y a une musicalité, c'est exactement pareil, c'est comme une partition. Alors c'est vrai, moi j'écoute énormément de musique, j'ai beaucoup d'influences, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Mais je pense que c'est vraiment, là en tout cas, la poésie. Alors, il y a par exemple un des poètes qui m'accompagne beaucoup et qui est d'ailleurs dans mes 2 livres, qui s'appelle Laurent Gaspard, qui est un écrivain, poète, historien hongrois, qui était aussi médecin, qui est venu s'installer en France et qui, c'est drôle parce qu'en plus il m'a un peu suivi. Moi j'ai fait un projet sur Israël et après sur une île en mer Égée et lui c'est là où il est parti. Enfin il a vécu à Jérusalem et en mer Égée sur une île après. Et donc du coup il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Judée Égée, un peu comme moi. Donc c'est un peu drôle parce qu'on se suit en plus en parcours sans forcément le vouloir. Mais c'est vrai qu'il a une espèce de poésie métaphysique, Enfin, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'émotion et de l'irrationnel et qui, pour moi, sont aussi importantes dans ma photographie. Et je trouve qu'on l'a aussi quelque part dans la musique, mais je trouve que la grosse différence dans les inspirations, c'est que la musique, justement, il y a le rythme, elle est musicale, alors que dans le poème, il y a ce silence que je recherche aussi dans la photographie. Je cherche le silence, en fait. D'ailleurs, souvent, je trouve que c'est comme ça qu'on voit qu'une photo marche ou pas. C'est que quelqu'un arrive devant une photographie, dans une exposition. S'il s'arrête de parler pendant un moment, s'il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent et qui regardent et qui restent un petit peu, ça veut dire que tu as réussi. Souvent, je trouve c'est un peu un test que moi, en tout cas, j'essaie de faire. Et si tout le monde continue à parler normalement, quand il est dans ton exposition, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui n'a pas marché, en tout cas, que moi, je recherche et qui n'a pas marché. Il y a un mot qui définit énormément mon travail, c'est déjà documentaire. Et en fait, c'est un mot un peu valise, où il y a plein de choses à mettre dedans, et qui ne veut pas dire grand-chose, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est d'essayer d'écrire avec le réel, d'avoir quelque chose on va chercher de l'inattendu quelque part, dont on n'a pas prise en fait. C'est quelque chose qui nous envahit un petit peu, et je recherche ça. Donc il y a toujours cet aspect de travailler en lumière naturelle, en fait d'assez peu modifier l'environnement dans lequel je vais travailler, au minimum. Ça, c'est un point qui est souvent présent dans l'ensemble de mes photographies. Après, j'aime bien justement un peu le tordre et changer, et de ne pas savoir si tout est totalement réel ou s'il y a des choses qui sont un peu irréelles, des choses qui ont été mises en place d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me définit. Donc, j'ai commencé par un premier travail long qui s'appelle donc Promise Mullen, qui est un travail que j'ai réalisé en 2 ans en Israël et en Palestine, et qui traite en fait du lien à la terre, en terre promise. Ça a commencé, au point de départ, c'était des amis qui sont partis s'installer là-bas et qui ont été vivre
sur cette terre et qui vivent encore sur cette terre. Et donc je me suis posé la question tout simplement de mais comment est-ce qu'on part en 2016 de Paris pour aller vivre ailleurs, dans une terre en conflit. Voilà. Donc il y avait tout l'imaginaire qu'il y avait derrière. J'étais déjà allé, donc je connaissais un petit peu le territoire et je me suis dit tiens, j'ai un prisme un peu différent. J'ai envie de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que ce lien à la terre, qu'est-ce qui reste, pourquoi eux sont attirés par ça. Et donc du coup d'aller vraiment voir dans la mosaïque israélo-palestinienne qu'est-ce qui reste. À la fois le lien en rapport au conflit, évidemment, c'est un peu partout, c'est tout le temps. On voit encore l'actualité nous le rappelle. Mais aussi le lien que les gens entretiennent avec le territoire, qui soit un peu religieux, qui soit un peu métaphysique, qui soit justement des émotions, du climat, des paysages. Il y a quelque chose qui m'attire tout le temps, moi, il y a une phrase de Laurence Durel qui dit nous sommes les enfants de notre paysage. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est vachement important parce que j'essaye toujours, en tout cas, de décrire, de témoigner de ce lien qui fait que notre identité est, dans tous les cas, on va dire, façonnée par l'environnement dans lequel on vit. Et donc, du coup, évidemment, la Terre Promise, c'est vraiment un environnement très spécial. Certains endroits, on se croirait vraiment encore dans la Bible, hein, quand on va dans le désert de Judée, en Cisjordanie. Enfin, voilà, c'est des paysages qui laissent personne indifférent et on a l'impression de voir presque un peu l'histoire, en fait, devant nous. Suite à ce travail-là, j'ai postulé à la Fondation des Treilles pour proposer ce travail qui s'appelle Les Rochers Fauves, qui est donc mon nouveau travail que j'ai réalisé sur l'île d'Amorgos, sachant que c'est une île, on en parlera je pense un peu plus tard, mais c'est une île dans laquelle je vais depuis une vingtaine d'années, donc que je connais très bien. Et donc j'avais envie de m'orienter, toujours de décrire quelque part ce lien à la terre, mais là le lien à la terre d'une île qui est très différent, insulaire, et puis du coup d'y mêler beaucoup plus d'imaginaire, beaucoup plus de choses personnelles, puisqu'en fait il n'y a pas grand-chose, c'est un rocher en Méditerranée, mais les gens ont toujours un peu les mêmes clichés même par rapport à ça, donc j'aime bien aussi essayer de sortir des clichés que les gens connaissent, donc de montrer des choses en tout cas des images qui sont un peu inattendues, que les gens même parfois, même les locaux connaissent pas forcément, que ce soit en Israël ou à Amorgos. À chaque fois en fait finalement c'est des travaux qui sont assez longs, qui me prennent environ 2 ans. Ça c'est vraiment mes travaux perso. À côté de ça j'ai mes travaux de commande. Il y a maintenant 3 ans et demi, on a monté un studio avec Fabien, mon associé, Fabien Fourcault, qui s'appelle le studio Unforeseen. C'est né en fait d'une volonté de se dire, en fait, on a tous les deux, on va dire, un background, comme je racontais, dans la communication. Lui, il est designer et moi, j'avais cette expérience un peu dans la gestion de projet, dans la direction un peu de la stratégie. On s'est dit, essayons de mettre à profit un peu et de faire cohabiter ces deux mondes, en fait, d'essayer de les rapprocher. Ce qui n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, ils vivent de façon très dissociée. Et quelque part, de raconter des histoires pour des institutions, donc des gens qui ont des fonds, qui ont des finances et qui ont envie de raconter des histoires sur leur métier, sur leurs valeurs ou plusieurs choses, leur ADN, mais de le raconter de façon un peu documentaire, comme on le fait un peu sur nos projets personnels, avec ce temps long, avec des histoires fortes et durables et vraies, et un peu de poésie, du sensible, de l'imaginaire. Voilà. Et du coup, on s'est dit, allez, on y va. On a fait un premier gros projet. On s'est lancé en même temps que ce projet qui s'appelle La Traversée pour le RERC, qui est une commande en fait pour les 40 ans du RERC, un peu autour aussi du Grand Paris, où la commande était très simple, pars dans le RER et avec ton Plobel Machina et on voit ce qui vient en retour. Donc c'était le début de la commande. Au début, je l'avais moi tout seul et puis après, au fur et à mesure, j'ai continué à y aller, j'ai continué à revenir avec des photos, je commençais à montrer aux clients les résultats. Et ils ont aimé en fait ce qui ressortait de ces déambulations du Grand Paris et du RERC. Et ils ont décidé de faire un livre et une exposition. Et donc là, on s'est mis à travailler vraiment ensemble pour réaliser ça. Et ça a été, je pense, très fructueux, cette rencontre et le fait de collaborer ensemble. Et on s'est dit, en fait, on travaille beaucoup mieux à deux, quoi. Parce que le problème de la photographie, c'est qu'on est toujours un peu seul dans notre coin et qu'en fait, rien que faire un edit, il faut un autre regard. Travailler un livre, il faut être plusieurs. Faire une exposition, il faut être plusieurs. Comprendre une scénographie, il faut être plusieurs. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit, déjà, le minimum, c'est de continuer à travailler à deux pour tout. Et donc, de travailler à deux à la fois pour nos projets personnels, mais aussi pour nos projets, pour des commandes, quoi, pour des projets pro. Pour moi, le matériel
il a une importance assez primordiale dans la façon dont on travaille. En fait, j'ai un lien un peu charnel avec mon matériel. J'ai l'impression je sacralise un peu les objets qui sont autour de moi, et quand je travaille, je me mets un peu dans une forme d'ascétisme. Parfois, je mange même pas dans la journée, je pars, et donc du coup, j'ai besoin d'être un peu en communion avec tout ce qu'il y a avec moi, notamment l'appareil photographique qui est quand même, entre guillemets, pendant la phase de captation, vraiment l'ingrédient principal de son travail. Donc du coup, j'ai commencé avec un Nikon D810 que j'avais avant de façon un peu plus classique. Je travaillais au numérique, donc je faisais évidemment énormément de photos. Et puis à la fin de ce travail-là, la Promise Mullen, je me suis dit, bon, je me rends compte de plusieurs choses. D'abord, en fait, ce qui me plaît vraiment dans la matière photographique, je le vois, c'est la matière argentique, notamment plutôt moyen format ou chambre. Donc, j'avais envie de me diriger vers ça. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que je me dis, je prends beaucoup trop de photos. C'est comme si, pour moi, je trouve que les contraintes créent la liberté, quelque part. Et j'ai besoin des contraintes. Et d'un seul coup, la contrainte d'avoir une pellicule, 10 images. J'ai retrouvé un peu la magie, parce qu'au bout de 3 ans, on travaille à fond, on fait des dizaines de milliers de photos. On a besoin de se réinventer un peu. Je pense qu'à chaque fois que je recommence un projet, quelque part, d'une façon ou d'une autre, je me réinvente un petit peu. Et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir en tout cas pour avoir cette lumière de la Méditerranée aussi, enfin, d'avoir quelque chose de plus charnel, d'un peu plus magique, d'avoir aussi des moments où ça marche pas, tu sais pas pourquoi, et c'est comme ça fait partie de la vie. Et donc du coup, donc là, je travaille avec un Plobel Machina, un 6-7. C'est un appareil un peu spécial, assez compliqué, qui peut tomber beaucoup en panne, qui est plus vieux que moi, avec un soufflet. On va dire que c'est pas forcément la facilité, mais en tout cas, c'est un appareil d'abord que j'aime beaucoup, qui a un look assez étrange, en plus qui crée aussi un rapport différent avec les gens que je photographie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que par exemple, si je les prends avec les deux appareils, ils n'ont pas le même regard. Et en fait, il y a une étrangeté de l'appareil, ils sentent que... Ils me voient travailler en péloche, il y a un temps très long, j'ai besoin de temps dans la mise au point, j'ai besoin de temps dans la composition. Parfois même je travaille sur pied, parfois je travaille à main levée, mais en tout cas je trouve que c'est un appareil qui nous oblige à nous questionner plus pendant qu'on fait la prise de vue. D'abord aussi, là, quand on réfléchit, c'est par rapport au prix du matériel, c'est-à-dire que moi je travaille avec la Kodak Portra, ça coûte un prix faramineux, donc du coup chaque photo, vu le prix de chaque photo, on pense une photo beaucoup plus, ce qui n'empêche pas de pouvoir prendre quelques photos à la volée, mais même ces photos à la volée doivent être pensées déjà, quel rôle elles vont avoir dans ta série, et donc du coup voilà, d'avoir ce côté charnel là de l'image, cette espèce de magie de la pellicule, à la fois dans la matière, à la fois aussi dans le temps. C'est-à-dire que j'aime beaucoup digérer une image et l'oublier avant de la retrouver. Donc je pars, notamment quand j'ai travaillé sur les Rochers Fauves, je fais 50 pellicules, je travaille pendant un mois sur l'île, je reviens, je les envoie au labo, je les mets à développer. Enfin, tout ce temps-là, ça met 2 ou 3 mois avant de retrouver l'image. Et en plus, je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai travaillé avec la Fondation des Trails dans le cadre d'une résidence. Donc j'attendais de retourner dans la résidence pour pouvoir en fait scanner les images et les découvrir. Parce que c'était comme ça que je m'étais dit, voilà, c'est une résidence, je dois rester 3 mois dans la résidence en différentes périodes. Et donc du coup, c'était assez étonnant parce que parfois c'est des photos qui avaient 3, 4, 5 mois que tu découvres pour la première fois. Tu es parfois déçu, parfois tu es vachement surpris en bien, ça dépend. Mais en tout cas, tu as ce temps d'oublier l'image et de la redécouvrir. Et pour moi, du coup, ça crée vraiment comme aussi une deuxième magie. C'est-à-dire, il y a la magie au moment où on se dit, est-ce que ça a marché ou pas? On peut rien voir sur le moment. C'est assez déroutant au début. C'est même déroutant pour les gens qu'on photographie. Mais je voudrais voir. Non, on peut pas. Et puis après, il y a vraiment cette surprise de la rencontre. Et puis après, il y a la troisième surprise qui est au moment du tirage. Parce que du coup, c'est tout un travail pour pouvoir, que ce soit en tirage numérique ou argentique, de la redécouvrir encore sur du papier, prendre vie. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne. Maintenant, je travaille en argentique aussi avec ce même d'ailleurs matériel pour quasiment toutes mes dernières commandes. Je travaillais pour Le Monde, là même récemment, pour le MAG, ou même là pour mon travail sur le don du sang, ou même avant pour la SNCF. J'ai toujours travaillé en argentique. Et j'ai senti que c'est aussi ce que les gens venaient chercher chez moi. C'est-à-dire, il y a un autre rapport à l'image, à la matière, mais aussi à la façon de travailler. C'est autre chose. Maintenant, malgré le prix, la Kodak vient d'augmenter de 40%. En fait, c'est prix des péloches, les labos qui sont compliqués. Moi, j'habite dans un endroit où même pour développer, c'est pas évident, parce que je suis un peu loin de tout. J'arrive pas à retrouver cette magie-là en numérique, et du coup, j'arrive pas à repasser en numérique pour le moment.
Il y a une des photos des rochers fauves que j'ai faites. En fait, c'est ma seule vraie photo où on voit vraiment l'île, en fait. Qui est une photo qui est faite du sommet. On dirait plus un dos de serpent. C'est une photo très compliquée parce que c'est un des endroits les plus hauts de l'île. C'est une petite chapelle qui s'appelle la chapelle du prophète Élie. Et pour y accéder, il faut vraiment monter en fait une montagne, quoi. Ça monte à peu près à 1000 mètres, quoi. J'ai senti le coucher de soleil qui partait, la lumière qui allait tout de suite s'arrêter. Je me suis mis à courir pour monter en fait la fin. J'étais à moitié dans l'obscurité, mais je sentais que j'étais en train de perdre vraiment ce moment un peu magique dont j'avais besoin. Et là, c'est drôle parce que en gros, je me suis installé là-haut, je suis arrivé et le temps que je m'installe, vu qu'il y avait une lumière très faible, je voulais mettre le pied, j'ai mis le pied, je mets ma pellicule, je la charge et je clique et vraiment après ce clic, la lumière est partie. Mais vraiment, c'était un truc incroyable, quoi. Ça a duré 5 secondes, quoi. Et j'étais tout en sueur, je venais de courir un marathon et tout. Mais j'ai réussi à la faire. Et en plus, il y avait une lumière très spéciale, il y a une espèce de douceur. Et il y avait un horizon qui était très lointain. C'est très rare d'avoir cette espèce de pureté atmosphérique de la lumière, quoi. Et je me suis demandé si je l'avais eu ou pas, en fait. Parce que du coup, quand tu cliques, je me suis dit, est-ce qu'elle a pu soit bouger, soit un micro flou. Enfin, tout a été tellement rapide et j'en ai eu le droit qu'à une fois avant que la lumière s'éteigne. Et donc là, il y a eu cette magie au moment où j'ai récupéré la pellicule, de voir qu'en fait, elle a marché. Et puis c'est une photo qui est importante pour moi parce que j'aime pas trop montrer les choses, mais là, j'étais obligé parce que je trouvais que ce dos de serpent, cette espèce de terre aride, avec cette lumière un peu incroyable, très douce, était importante pour se rendre compte un peu de la minéralité de l'île et d'avoir cette impression un peu dingue de dire pourquoi est-ce que les gens sont installés sur ce bout de rocher, exactement. Sur ce bout de rocher. C'était vraiment ce moment quand j'ai découvert la péloche et que j'ai scanné, je me suis dit, mais est-ce que je l'ai réussi ou pas? Est-ce qu'elle a bougé? Est-ce que je l'ai faite juste un peu après que la lumière soit retombée? Je savais pas, quoi. Et en fait, quand j'ai découvert le nègre, j'étais trop heureux parce que c'était plus que ce que j'avais imaginé, quoi. C'est-à-dire que j'avais eu l'impression parce que j'avais même pas eu le temps vraiment de la regarder moi. C'est-à-dire que finalement, je l'ai regardée à travers le viseur et j'ai cliqué. J'ai vraiment découvert pour la première fois ce que c'était. Et là, je trouve qu'il y a une alchimie qui se met en place justement entre la matière de la péloche et du moyen format et de cette densité d'images comme ça qu'on a, qui nous permettent de vraiment de se perdre un peu aussi dans le territoire. On est beaucoup là-dessus avec mon associé. On a eu des conversations sans fin sur le fait de mettre en collision en fait, des images. En fait, quand on met une image à côté d'une autre image, il y a une troisième image mentale qui se crée entre les deux. Et c'est finalement ça, vraiment, la partition photographique. Et c'est là, quelque part, presque la photographie aussi prend, pour moi, toute son importance. C'est-à-dire qu'on plonge les gens dans un imaginaire et en mettant une image à côté d'une autre, en laissant le silence, en laissant la personne interpréter ce qui se passe dans cette collision, je trouve que là, il se passe vraiment quelque chose de magique, quoi. Qui s'apparente aussi un petit peu au cinéma, parce que le cinéma, du coup, c'est justement d'associer plusieurs images, de les faire avancer. Mais le cinéma, il avance, alors que là, on est figé, on stationne, quoi, devant l'image. Donc au début, on met en collision 2, 3, 4, on commence à trouver des séquences. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez magique, c'est d'un seul coup de construire une histoire, sans forcément qu'il y ait une histoire... quand on dit histoire, pour moi, c'est pas une histoire compréhensible, rationnelle, même intellectualisable. Ça veut dire que ça va être une histoire très émotionnelle, mais on va faire ressentir des choses, et il y aura quand même un début, une fin. Chacun va faire peut-être un début, une fin différente par rapport aux images que je vais présenter, mais quand même, il y a un début, une fin, et on plonge les gens quelque part. Et pour moi, c'est très important, parce que c'est... Moi, un des plus beaux compliments qu'on peut me faire après une expo ou par rapport à mon livre, c'est quand les gens me disent qu'ils sont partis ailleurs, quoi, qu'ils ont arrêté le temps, qu'ils sont rentrés. Parce que du coup, c'est ce que je recherche moi. Quand je me perds dans mes paysages, quand je pars dans ma quête photographique, je cherche justement à partir ailleurs. En fait, j'ai besoin en fait de me réparer du monde, du quotidien, de la routine, en vivant en fait des expériences un peu qui m'emmènent dans un autre monde, qui est pas forcément d'ailleurs un monde forcément sur Terre, quoi, qui est aussi beaucoup un monde de l'imaginaire, de ce qu'on pense. Et donc du coup, j'ai l'impression que la photographie, pour moi, elle devient vraiment... Enfin, elle prend tout son sens et toute sa puissance aussi
quand du coup elle s'articule en fait, elle crée vraiment un moment, des images mentales, quand elle nous téléporte un petit peu. Le prix Leica que j'ai gagné, donc c'était en 2017. Il a été c'était un peu fortuit. C'était vraiment le hasard parce que j'avais rendez-vous avec un expert aux rencontres d'Arles. À l'époque, ça s'appelait le Festival Voix Off. Parce que j'étais sélectionné aux Voix Off, donc j'étais projeté et on avait le droit à 5 experts. Donc j'ai rencontré on choisit 5 personnes et puis un des experts n'a pas pu venir et au dernier moment, j'ai dit d'accord, je vais prendre Leica. Complètement par hasard. Je crois qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'il faisait un prix à ce moment-là. Et puis, en venant au festival, j'ai vu qu'en fait, finalement, ils allaient choisir dans tous les portfolios qu'ils allaient voir à Arles, un portfolio qu'ils allaient présenter en exposition. Complètement par hasard, j'ai rencontré cette personne. Et en fait, c'était drôle parce que quand je l'ai rencontrée en lecture de portfolio, elle m'a dit en arrivant, je vous attendais. On m'a parlé de votre portfolio déjà. Donc, j'avais montré mon portfolio à l'époque à Dimitri Beck chez Polka, qui avait parlé à Gaël, donc qui travaille encore chez Leica. Elle m'a dit je vous attendais, donc c'était assez incroyable pour moi parce que j'étais pas du tout connu à l'époque et donc on sent que finalement, en tout cas, ce moment des lectures de portfolio est très important parce que c'est le moment où on construit en fait sa série. C'est même pas que sur les prix, mais c'est aussi en fait ça nous aide à construire. C'est-à-dire que ça peut vraiment. Alors il y en a qui sont mieux que d'autres, mais j'ai eu beaucoup de lectures de portfolio qui ont été très importantes en fait, même pour moi, pour construire en fait la suite de ce même récit. Et je trouve ça très important, en tout cas en conseil à des jeunes, c'est de pas montrer le portfolio quand il est fini, de le montrer quand il a encore en fait de la matière, de la marge de manœuvre en fait pour le faire évoluer, parce que ça permet finalement de toutes ces critiques, elles permettent de continuer à construire l'histoire différemment. Je fais une digression là, je repars sur donc ce prix Leica et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce prix déjà quand on m'a dit voilà t'as eu le prix Leica, on m'a contacté, j'étais un peu fou, je projetais déjà Arles, d'un coup je projetais une deuxième fois avec ce prix et ce qui était génial c'est que le prix nous offrait un premier solo show à la galerie Leica à Paris et en fait ce qui était superbe c'est que il faisait le tirage et l'encadrement de toute la série fait avec cadre en scène, donc c'est pour montrer en plus l'importance de tout en fait dans la photographie, mais c'est que c'est la rencontre avec Cadre en scène qui est là aujourd'hui où on fait le podcast, là où j'ai mon atelier et mes bureaux. Donc en fait c'est qu'une histoire de rencontre de la photographie. Et c'est vrai que ce prix-là nous permet de faire beaucoup de rencontres d'un seul coup. Ils m'ont proposé de faire ça devait être au moins, je sais pas, il devait y avoir au moins 25 photos de différentes tailles, tirées, encadrées avec donc du coup Cadre en scène qui est toujours pour moi un des meilleurs acteurs de Paris et avec lequel j'ai aussi beaucoup appris en termes de tirage, en termes d'encadrement. C'est vraiment tout un apprentissage. Et donc du coup, on gagne une exposition, un corpus d'exposition qui nous suit toute notre vie presque, parce qu'après les 4 même ils peuvent continuer à nous suivre. En plus, moi j'ai eu la chance, l'exposition est sortie en même temps que le livre chez Kerrer. Je les ai rencontrés en même temps, la même semaine. En fait, c'est vraiment Arles en fait. Arles, c'est un pivot. J'ai senti que Arles en 2017, j'étais allé montrer ma série en 2016 qui n'était pas du tout finie, mais où j'avais eu plein de retours un peu plus durs, mais très intéressant. Je suis retourné avec la même série en 2017. Et là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Les gens voulaient faire des expositions. J'ai gagné le prix Leica. Les gens voulaient faire un livre. Donc, j'ai fait le livre avec Kerrer. Tout ça en une semaine. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait toute l'année, finalement, en une semaine, on a accès à beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de personnes. Les gens sont disponibles. Les gens... mon éditeur Kerrer, on s'est assis sur un canapé, c'était pas du tout prévu, c'était même pas une lecture de portfolio. Je leur ai dit j'aime bien vos livres, est-ce que vous les regardez? D'accord. Ça s'appelait Alexa, elle est toujours curatrice pour Kerrer et en fait voilà, elle a trouvé le boulot génial, enfin en tout cas elle a aimé le boulot, elle était sensible et on a décidé de faire un livre et donc 6-8 mois plus tard le livre sortait. D'ailleurs je me rends compte que j'avais encore beaucoup plus presque d'énergie à l'époque. Maintenant, j'ai un peu moins besoin aussi, donc c'est un peu différent parce qu'après, il y a un réseau qui se tisse, on est moins... Mais j'avais fait un portfolio en A3+, donc c'était un grand portfolio. Et en fait, je suis allé vraiment le présenter à beaucoup de monde. Et puis, dès que j'avais une opportunité, j'y allais, quoi. C'est-à-dire, je me disais, tiens, je vais faire des lectures, je prends des rendez-vous au in, au off. Je veux le faire voir, en fait. Et j'étais tout le temps avec mon gros portfolio dans Arles. Même en soirée, je picolais. Et puis, j'avais quand même mon portfolio en bandoulière. Puis, hop, tiens, on finit le verre. Et en fait, ça m'a énormément servi parce que du coup, ça te permet vraiment d'avoir ces premiers contacts, en fait, qui sont presque avec le temps aussi les plus importants parce que c'est ceux qui te suivent dans le temps. C'est là que j'avais rencontré Dimitri, par exemple, des choses comme ça.
Et puis après, en fait, du coup, quand on a ce prix, qu'on a les prix Leica, finalement, les prix aussi, après, appellent un peu les prix. C'est-à-dire qu'on se sent un peu adoubé, on a l'impression qu'on fait partie un peu d'une famille. On acquiert timidement au début une forme de légitimité pour aller plus loin. Et c'est vrai que ça permet, après c'est pas seulement les prix, c'est vraiment un tout, quoi. C'est les publications qu'on fait, le travail avec la presse, le travail avec les livres, le travail avec les expositions, les festivals. Donc c'est un tout. Chacun va être meilleur sur certains points que d'autres, on peut pas être bon partout. Mais c'est vrai que, en tout cas, le début de la carrière est vraiment marqué par... c'est des jalons comme ça, quoi, qui se passent. J'ai choisi de travailler sur Amorgos parce que j'avais un lien très spécial avec cette île depuis presque une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans d'ailleurs maintenant, je pense. C'est une île que j'ai découvert un peu par hasard lors de mes pérégrinations mérégées. Mon père était un éternel amoureux de la Grèce et des îles. Et donc j'ai été un peu biberonné à ces récits-là quand j'étais petit. Donc par le langage, quoi, il me racontait ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait. Et quand j'étais jeune, 16 ans, j'ai commencé mes premiers voyages en partie là-bas en tout cas. Et j'allais tous les ans voyager d'île en île. Je ressentais des choses assez fortes en Grèce. Et d'un seul coup, je suis tombé sur cette île qui s'appelle donc Amorgos. Et ça a été un peu un choc, quoi. Une espèce de rencontre. En fait, c'est comme un peu... quand tu poses le pied sur l'île, c'est une espèce de légende qui dit soit comme l'île est pleine de bauxite, en fait, elle est très magnétique, en fait. Donc, soit les gens sont complètement... sont repoussés en fait et repartent tout de suite, quoi. Il y a des histoires apparemment de gens qui arrivent, qui posent, non, et qui repartent. Ou au contraire, justement, on est terriblement attiré, quoi. Et on est un peu aspiré. Donc moi, c'était plutôt mon cas. Et du coup, j'ai été aspiré. Donc j'y suis retourné tous les ans. Au fur et à mesure, j'allais de moins en moins sur les autres îles. J'allais de plus en plus. J'avais envie de creuser sur cette île. Donc j'avais des amis. Je commençais à être un peu intégré dans la communauté insulaire avec différentes personnes. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'avais l'impression que cette île faisait un peu partie de moi. Donc c'est pour ça que je l'appelais un peu aussi comme un espace mental, c'est-à-dire que j'y pensais quand j'y étais pas. Enfin, ça me rassurait. Je dis de temps en temps, mais c'est presque un lieu qui, comme le temps s'est arrêté, c'est un peu figé. On a l'impression de vivre une sorte de mythologie insulaire. On a l'impression d'être perdu un peu dans le temps. On regarde les paysages et on a l'impression d'être... je sais pas moi, de voir une histoire. En tout cas, moi, je me projette dans des histoires. Il y a l'imaginaire qui se met à être à 1000 à l'heure, alors qu'il y a juste quelques vieilles pierres, parce qu'en fait, on est un peu aussi face à soi-même, en fait, sur une île. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. On se sent seul, on se sent un peu isolé, c'est le propre. D'ailleurs, le mot isolé vient du mot île, en fait. Donc, c'est assez intéressant. C'est prendre la forme d'une île. Donc, du coup, il y a ce truc que j'ai ressenti assez vite où je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose là-bas. D'abord, je l'ai vécu moi personnellement, j'ai fait beaucoup de photos, mais des photos juste pour moi. Et puis, à la fin du travail sur Israël-Palestine, je me suis dit, tiens, j'ai envie de te raconter quelque chose de plus personnel, moins géopolitique aussi, un peu plus métaphysique sur ce que je ressens justement par rapport à ces paysages. Et l'île est venue comme une évidence, en fait. Et j'y étais, et j'avais notamment rencontré un berger qui s'appelle Jerry, qui m'a intégré vraiment dans l'île, qui a 1000 chèvres, et qui m'a amené vraiment vivre des expériences un peu mystiques aussi là-bas. Du coup, je me suis dit, bon, d'abord, j'ai envie de travailler sur ce territoire, il m'inspire. Et je pense qu'il y a quelque chose à raconter, c'est comment est-ce que l'île, en fait, change notre notion du temps, notre notion du rapport à l'autre, notre notion même du rapport animal, parce que du coup, il y a plus d'animaux que d'humains. C'est une île où il y a... tout le monde va dire un nombre différent, mais en gros, en plein hiver, quand on est là-bas, il y a moins de 1000 personnes qui vivent, quoi, sur un territoire assez grand. Donc on peut passer des journées à marcher sans croiser personne. Et donc il y avait cette notion très solitaire que je voulais aussi essayer de témoigner. J'avais besoin en fait de vivre vraiment comme une... Pour moi, l'expérience en photographie, elle est aussi importante que le résultat, même que les photos elles-mêmes. Il faut vivre des choses pour pouvoir les retranscrire. Si on vit pas grand-chose, finalement, moi je ressens pas grand-chose dans la photographie non plus. Je suis parti tout seul en plein hiver. C'était au mois de décembre et j'ai eu une semaine de tempête où il y a un vent de dingue. Le vent, ça fait partie de la vie là-bas, quoi. On ne peut pas imaginer l'île sans le vent. Et j'arrivais parfois à peine à sortir de la voiture et d'ouvrir la portière parce que le vent me repoussait, en fait. C'était vraiment la tempête. Donc j'ai vécu un truc très, très dur. Pas du tout dans les clichés de ce que les gens vivent en Grèce l'été avec l'ouzo, la baignade nue et la feta. C'est vraiment...
autre chose, quoi. Je me suis dit, tiens, mais ça m'intéresse aussi que les gens aient aussi un autre rapport. Comme je disais au début, c'est vraiment essayer de changer un peu les idées. En fait, les gens, ils voient un petit territoire qui est toujours le même pendant 3 semaines, un mois, mais tu vas au mois de novembre, tu vas au mois de février, tu vas au mois d'avril, c'est pas le même territoire. Et les paysages sont pas les mêmes, les gens sont pas les mêmes. Et donc, du coup, j'avais envie d'abord de le vivre et après d'en témoigner. Donc, j'ai proposé ce prix, donc j'ai eu le prix de la fondation, ça m'a motivé, donc j'ai enchaîné 5 voyages. Et à chaque fois, en fait, j'allais chercher des choses un peu différentes. Moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que je pars, je photographie, je travaille beaucoup à l'instinct, beaucoup à l'intuition. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, ce que je vais chercher, mais je cherche des choses. Je reviens. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de regarder ce que j'ai récupéré. Et ça m'amène à aller chercher d'autres choses entre les voyages. Et j'ai besoin de cette distance, j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de digérer un premier voyage pour aller chercher autre chose. Et chaque voyage, je ne fais pas forcément les mêmes photos. Et je ne vais pas chercher les mêmes choses, pas avec les mêmes personnes. Et du coup, je regarde vraiment au fur et à mesure ce qui se passe. Comment, justement, quelle est la musique qui est en train de se créer, où il y a des silences, où il y a moins de silence, où les portraits vont véhiculer vraiment une partie de l'identité de l'île ou pas. Par exemple, le fameux Pâtre Jerry qui a été un peu à l'origine de cette série-là, puisque c'est vraiment ma première relation d'amitié avec quelqu'un sur l'île. J'ai pas réussi à faire le portrait que je voulais avant le dernier voyage. C'est une des photos où il tient sa chèvre comme ça. Et en fait, c'est assez long en fait finalement d'arriver à creuser, à sentir en fait ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie de créer, et aussi de créer la relation avec les gens, cette relation d'intimité. Comme je disais au début, comme moi, j'ai de plus en plus envie d'aller creuser l'intimité. Naturellement sur cette île, alors déjà il y a une relation d'intimité qui se met très vite en place, c'est que les gens ils sont seuls, ils se sentent isolés, quoi. Et donc du coup, on vient, on s'intéresse à eux en hors saison quand il n'y a plus personne, toutes les portes s'ouvrent. Donc il y a quelque chose qui est très beau dans le rapport, très entre guillemets très très sain. Ils sont presque honorés. Tu dis tiens, parce que c'est 10 heures de ferry quoi pour arriver en plein hiver au milieu de nulle part. Il y a 3 ferries par semaine. Après tu es là, tu peux plus bouger quoi. Donc du coup le fait d'aller là-bas, tu es là au mois de novembre. Bon ok, tu fais partie déjà de la famille, tu fais partie déjà de l'île quoi. Donc il y a déjà ce rapport qui était très intéressant pour moi et qui est assez rare, je pense, cette espèce d'hospitalité, cette philoxénia grecque là, de dire bon voilà, je vais t'accueillir comme un des miens quoi, comme un frère presque. Et puis après, en fait, finalement, on se laisse happer par l'île. Et puis, comme je disais, c'est des intuitions, c'est des instincts, c'est des moments, c'est de l'expérience vécue avec l'île qui font qu'au fur et à mesure, moi, j'étais de plus en plus plongé dans une espèce d'imaginaire, dans une espèce de fiction, réalité qui me permettait de plus en plus de m'éloigner finalement de la réalité que je connais sur l'île. Et donc, du coup, quelque part, je pense aussi de retranscrire en photographie des photos qui me laissent un peu songeur ou qui me laissent un petit peu réfléchir à la condition insulaire. Sur toutes les îles, il y a quelque chose d'unique. Il y a quelque chose vraiment d'unique qui est, en fait, d'abord, il y a une identité propre à chaque île, mais il y a quelque chose d'unique dans le fait que cet isolement t'empêche d'être en connexion avec les autres. Donc ça te crée une séparation, une barrière. Il y a une discontinuité territoriale qui fait qu'en fait, tu te sens loin des autres et donc du coup proche de ceux avec qui tu es. C'est un projet où j'ai fait beaucoup de recherches bibliographiques pour essayer de comprendre ce que représente en tout cas l'insularité, comment les écrivains en ont parlé. Et après, au sens large, en fait, d'essayer de comprendre dans les textes qu'est-ce que je peux appréhender qui va me permettre de mieux comprendre mon sujet. Il y a une phrase comme ça, dont je pense, là, d'Albert Camus qui disait les mythes n'existent pas par eux-mêmes, ils attendent que nous les incarnions. Et je trouvais ça très beau, en fait, dans mon sujet. C'est comme si d'un seul coup, oui, moi, je cherche quelque part à incarner le mythe, à le faire vivre aujourd'hui avec le monde contemporain d'aujourd'hui, avec le quotidien des insulaires, mais quelque part à faire retranscrire à faire vivre le mythe aujourd'hui, en fait. Et donc, du coup, beaucoup de recherches, beaucoup de textes. Il y a Jean Grenier, qui est un magnifique écrivain, qui a écrit des choses très très belles aussi sur l'île, dans un livre qui s'appelle Les îles, qui est d'ailleurs pas que sur les îles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui ont écrit sur les îles sans parler forcément d'une île en particulier, mais qui au sens large. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit sur cette île précisément, d'un point de vue plus... Il y a quasiment qu'un témoignage qui ont été faits, témoignages écrits. C'est beaucoup de tradition orale en fait. Sur cette île. Et alors il y a quelques écrivains voyageurs, des très très anciens, Tournefort, qui a pas mal écrit sur Amorgos, qui est arrivé là, qui faisait des atlas, qui faisait ce qu'on appelait des isolarios, donc qui reprenait les cartes et qui racontait un peu comment étaient les gens, quels étaient les us et coutumes. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, qui étaient assez d'ailleurs passionnantes. Et je suis tombé
sur un livre qui s'appelle La Grèce d'aujourd'hui, écrit par Gaston Deschamps, qui est un archéologue français. J'étais mandaté en fait par le lycée français d'Athènes pour aller sur les îles et faire des fouilles en fait archéologiques et essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Et il se trouve que sur l'île d'Amorgos, il y avait beaucoup de temples. Il y avait 3 acropoles sur l'île. Donc c'était une île qui avait une importance très forte, hein, parce qu'elle est quand même au centre de la mer Égée. Enfin, en même temps, elle est mise nulle part et en même temps, elle est au centre de tout. C'est très étrange. Et donc, il y est allé et il a écrit une 30aine de pages sur ce qu'il vivait. C'est un mélange, entre guillemets, assez poétique, assez emphatique. Il a vraiment une plume quoi, d'écrivain, et puis en même temps un peu d'archéologue et un peu de journaliste. Il avait un peu les 3 casquettes. Et il y a une page, précisément la page 225, qui... bon, déjà, tout le récit est passionnant. Et la page 225, j'ai trouvé vraiment comme une espèce vraiment comme un chef-d'œuvre, quoi, une espèce de pépite qui suffisait avec un début, une fin, quelque chose que je trouvais magique. C'est un moment où il est tout en haut d'un monastère, du monastère de Rosovica, qui est le fameux monastère qui est assez connu, qui est le monastère de l'ouverture du Grand Bleu. Enfin, voilà, les gens, quand ils parlent d'Amorgos, ils connaissent ce monastère. Et lui, il y était allé, donc c'était en 1892. Il était en haut du monastère et il décrit ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent en regardant en fait ce paysage d'en haut. Et c'est vrai que d'en haut, on a une vue vraiment époustouflante. J'ai même fait des films qui vont être dans certaines galeries là, de la mer, du vent, de la roche, de la lumière, de ce qu'il ressentait, quoi. Et j'ai trouvé qu'il disait de façon très belle et beaucoup mieux que moi ce que je pouvais ressentir et ce que j'essayais aussi de faire ressentir en photo. Toute la sensation insulaire qui n'était pas aussi que tendre. C'est-à-dire que c'est pas que de la beauté, c'est pas très naïf, c'est aussi la dureté des étés, la chaleur, la violence aussi de l'isolement, mais qui est dit avec beaucoup de poésie et aussi beaucoup de beauté. Et les rochers fauves, moi en tout cas, viennent de cette phrase-là, c'est une des phrases du texte. Et ce qui m'intéressait dans les rochers fauves, c'est que j'y ressentais cette dualité de l'île que j'essaie de raconter, qui est à la fois le fauve, qui est cette couleur un peu magnifique, magique, et l'Éden, et à la fois le fauve, qui est ce côté très prédateur de l'île, qui est une île qui nous happe, qui nous hante, et qui nous aspire un peu. Et je trouvais que c'était très beau. Et donc j'ai commencé à dire, ça a commencé comme ça en disant, mais c'est ça le titre que je cherche depuis le début, c'est les rochers fauves. Parce que moi, je mets beaucoup de temps à essayer de chercher un titre. Pour moi, c'est important parce que quelque part, quand j'ai trouvé le titre, j'oriente aussi mon travail en fonction de... Ça, c'est comme si, voilà, c'est aussi important que les images elles-mêmes, quoi. Pour illustrer le projet, il y a un personnage et une photo qui, pour moi, est particulièrement importante. C'est une photo où on voit une femme qui est assise sur un vieux fauteuil en rotin. C'est vraiment la toute fin de journée, donc il y a vraiment les dernières lueurs de soleil qui sont un petit peu sur ses yeux, sur son front d'ailleurs. C'est intéressant, quand on regarde la photo de près, on se rend compte qu'elle a les yeux à moitié fermés. Et en fait, pour moi, elle était déjà un peu entre deux mondes. Et donc cette femme s'appelle Carolina, donc c'est une écrivaine anglaise et c'est la première étrangère à être venue s'installer sur l'île. Et c'est important pour moi beaucoup ce rapport des étrangers, parce que là il y a un rapport à l'île qui est délibéré, c'est-à-dire que les gens qui naissent sur l'île, ils sont natifs de l'île, ils grandissent avec l'île mais ils n'ont pas choisi, et là il y a un choix qui est fait de dire je vais m'installer sur cette île. Et elle, ça a été la toute première. Elle a écrit un livre qui s'appelle At the Top of the Mule Track qui raconte en fait son installation sur l'île il y a plus de 50 ans. Et en fait, elle habite dans une maison seule, qui est une maison isolée dans un village abandonné, où là, au fur et à mesure, il y a des gens qui reviennent, ça s'appelle Strombos. Et elle a vraiment une vieille maison qu'elle a conservée presque intacte depuis une 50aine d'années. Bon, c'était vraiment un personnage, donc c'est une femme qui, à 80 ans passés, fume, boit, continue à écrire. Jusqu'au dernier moment, elle a vécu comme ça, pleinement. Et elle n'a jamais voulu repartir. Moi, je me souviens que quand j'ai parlé avec elle, elle m'avait dit toute ma vie, j'ai cherché, et quand je suis arrivé, j'ai compris que c'était ici. En arrivant, j'ai su que c'était là. Donc c'est une femme que je connaissais bien par plusieurs personnes, et puis en plus on avait un ami en commun, donc on venait régulièrement la voir, parler avec elle.
Elle était drôle et elle était très douce. Elle avait un accent anglais, elle parlait très bien français avec un accent anglais que je peux pas essayer d'imiter là, mais qui était vraiment magique. Et pour moi, elle représente vraiment cette île. Elle est décédée depuis, elle est décédée la veille où je devais lui remettre ce tirage-là. Donc c'est une histoire très spéciale pour moi. J'étais sur l'île et voilà, et elle est morte juste la veille. Donc ils l'ont enterrée, on n'était même pas au courant. Sur cette photo d'ailleurs, on voit une porte noire sur la gauche, comme un espèce de trou noir, comme un espèce de couloir qui va nous emmener quelque part. Et donc il y a ce jeu que je trouve très intéressant. À la fois, ses yeux sont à moitié ouverts, moitié fermés. Puis à la fois, il y a une partie qui est vraiment avec ses derniers rayons de soleil qui est très lumineuse, quoi, qui éclaire en fait une partie du mur et tous ces bibelots. De l'autre côté, la porte un peu vers l'inconnu, peut-être vers la mort, parce qu'elle était déjà très vieille, déjà très malade quand je l'ai photographiée. Et maintenant, donc je retourne souvent, enfin quand je retourne là-bas, je retourne voir où elle habitait en fait, son ancienne maison. Et en fait, il y a cette tradition des Néréides là-bas, qui est vraiment une croyance locale très forte, que en fait les fées en fait existent encore. Donc les Néréides, ils viennent dormir dans le canyon qui est en bas de chez elles en fait. Donc c'est un canyon où on n'a pas le droit d'aller, qui est encore fermé, donc avec des barrières qui empêchent d'aller déranger ces Néréides. Et je pense vraiment intentionnellement, elle s'est installée, sa maison était juste au-dessus de ce canyon. On le voit dès qu'on sort de chez elle. Elle est devenue une de ces Néréides-là, quoi. Je la vois un peu survoler le canyon, sur son esprit. Et je trouve qu'elle ressemble déjà à une vieille fée, un peu, quoi, sur cette photo, quoi. Et donc, du coup, pour moi, cette photo-là, elle est d'autant plus importante qu'elle représente vraiment à la fois cette première étrangère à venir s'installer, donc c'est pas rien. On l'appelait The Queen of the Island, parce qu'elle a appris l'anglais la moitié de l'île. Et puis à la fois, avec finalement ce qu'on voit au-delà de voir une personne, on voit cette volonté de s'installer, de vivre autrement, de changer de vie et d'embrasser vraiment une vie totalement différente, très spirituelle, mais très isolée. Et donc du coup, c'est pour moi un personnage vraiment majeur de cette série Les Rochers Fauves. Je définis pas mal ma façon de travailler. Et en fait, j'ai employé le mot de documentaire qui est quand même très important. Mais en fait, souvent, ce qu'on aime bien d'ailleurs avec Fabien, c'est de définir un peu la façon dont on travaille, qui n'est pas évident, parce qu'on est, si tu veux, on rentre pas dans des cases. C'est-à-dire qu'on n'est pas on fait pas du reportage, on fait pas de la photographie, on n'est pas trop journalistique non plus dans notre approche, mais on n'est pas non plus des plasticiens purs, quoi. Et donc on est un peu entre deux, et parfois ça nous pose problème parce que les gens savent pas où nous placer dans les expos, dans les galeries, dans les éditeurs. Parfois c'est bien justement parce que on rentre pas dans des cases toutes faites et que du coup on vient créer un peu notre propre voie. Et je définis souvent cette espèce de courant-là comme c'était le cinéma des années 30-40, c'est le réalisme poétique. Et en fait, c'est la confrontation à la fois du réel et de la poésie, du sensible et de ce qui nous entoure, quoi, de ce qu'on vit, quoi. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'aime bien définir comme étant ma photographie, avec un courant comme ça, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que du coup, on est un peu des ovnis, un peu des électrons libres là-dedans. On fait confronter des styles que les gens font pas forcément. Soit les gens sont très plasticiens, soit ils font du photojournalisme. Et nous, on est un peu, on est à part, quoi. Et en fait, j'ai besoin de te dire ça maintenant parce que quand tu me demandes le futur, en tout cas de la photographie, de la mienne, en fait, tout est un peu mélangé. Mais j'assume et je pense que, je sais pas, peut-être, je sais pas si c'est une conclusion générale. J'ai pas de grand avis sur la question. Et je suis pas un grand critique d'art et de photographie, mais en tout cas, qu'il faut assumer une vision très subjective dans la photographie, et que c'est ce qui va nous permettre et ce qui va permettre à la photographie d'être ce qu'elle est et de se réinventer, de perdurer aussi, d'expérimenter des médiums, de faire des choses qui sont un peu à contre-courant, de devenir un peu, je sais pas, d'assumer vraiment une vision d'auteur et de se dire en fait on est des individus faits d'émotions. Il faut que ces émotions-là elles fassent partie en fait du témoignage qu'on veut raconter photographique. Et en fait, on le voit un peu, je sais pas, avec les AI, là, avec ChatGPT, tout ça, on parle du futur de la photographie. En fait,
toute la photographie, on va dire, très objective, qui était à l'époque des banques d'images ou des trucs très classiques, en fait, ça va plus exister d'une façon ou d'une autre. Enfin, d'abord, tout le monde est trop en concurrence. En plus, après, chaque pays reprend le dessus en fait sur sa propre photo, ce qui est très bien, ce qui est normal. Et puis maintenant, même les ordinateurs peuvent en fait pratiquement créer à la volée des images. En fait, donc, je pense que ce qui va de plus en plus compter, c'est en tout cas pour moi, et j'ai l'impression un petit peu dans la photographie en général, c'est vraiment de raconter des histoires un peu personnelles, plus intimes. En fait, le monde est pas plus intéressant que ce qu'on a à dire de lui, quelque part. C'est-à-dire que c'est chacun en soi, on a une petite partie de vérité qui nous est propre. C'est pas une vérité générale, c'est juste qui nous est propre à raconter. Je pense qu'il faut l'assumer. Parfois, c'est pas évident parce que faut prendre des risques. Et parfois, il y a des gens qui sont pas contents de la façon dont on va travailler ou d'assumer des choses que normalement les gens n'assument pas forcément. On dit qu'on fait du documentaire, mais en même temps, on fait des images qui vont être à la fois esthétiques, qui vont créer des émotions. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Comment? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut justement l'assumer et que c'est ça qui va faire un peu l'avenir de la photographie. Et pas que même en termes d'histoire, de composition, de création, mais même en termes d'expérimentation photographique, de se mettre à faire des tirages différemment, de se mettre à imaginer de créer des matières différentes, des scénographies nouvelles. Je pense que c'est quelque chose qui est important et que les photographes, enfin en tout cas que moi je vais suivre comme chemin. Comme je le disais, je me dirige plutôt vers des projets plus intimes, plus liés à la famille. Et aussi, un truc qui est important, c'est plus ancré territorialement dans l'endroit où je vis. On n'en a pas trop parlé, mais je me suis installé dans un petit village de 1000 habitants, au milieu de nulle part, en fait. Et enfin, au milieu de nulle part. Je suis pas loin d'Aix et de Marseille, mais autour de moi, j'ai en gros 10 kilomètres de nature, quoi. Il n'y a rien. Et en fait, c'est une façon de me réparer un peu d'être là-bas, de vivre un peu une expérience sensible du monde, de revoir des paysages tous les matins quand j'amène mon enfant à l'école et tout. Et je pense que de plus en plus, en tout cas, je ressens ce besoin de me réancrer territorialement aussi, photographiquement. C'est-à-dire de me dire, en fait, c'est ce territoire-là que je connais le mieux. C'est là où je vis. Alors, c'est peut-être le fait que j'ai des enfants en bas âge qui font que, en tout cas, j'ai envie un peu de me nidifier autour d'un lieu. Mais je pense je sais pas, pour mes 2 premiers projets, j'ai beaucoup vadrouillé. J'ai été très loin, pas forcément très loin, hein. On dit Moyen-Orient et Méditerranée, c'est pas le bout du monde, c'est pas. Mais quand même, je vais chercher l'ailleurs. Et je pense que j'aimerais plus essayer de chercher le familier, c'est-à-dire d'aller essayer de capter comment est-ce que je ressens un lieu dans lequel je vis, avec des gens avec qui je vis, qui sont potentiellement mes enfants, mes parents. Voilà. Je trouve que les photographes qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui racontent une histoire par rapport à un lieu avec laquelle ils ont une vraie histoire. Alors c'est pas forcément, on n'est pas obligé de raconter, on va dire, de créer une série photographique uniquement dans le lieu dans lequel on vit. Mais ça rajoute quand même, on va dire, beaucoup de compléments, de suppléments de le faire, en tout cas.